TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMedia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission. Bonjour tout le monde, 23 février 2022, cette semaine à l'émission, le projet de Chamboisé à l'Ange-Gardien avance. L'Ami de l'entraide bonifiera ses services et Benoît Lauzon nous explique comment 9 municipalités de la MRC Papineau pourront être revitalisées. Bonne émission. On rejoint d'abord Yannick Boursier pour les actualités. Bonjour Yannick. Bonjour. Yannick, d'abord, Chamboisé, c'est un projet dont on entend parler depuis quelque temps et présentement, ça bouge. Hein? La municipalité de l'Ange-Gardien fait bouger les choses. Qu'est-ce qui se passe présentement? On en est où dans le projet? Oui, bien, juste un rappel, Chamboisé, on sait, c'est un projet que la municipalité a acheté des paires E10, devait l'acheter sur 10 ans. Finalement, après 9 ans, on est devenu propriétaire complet du site et on a un plan depuis quelques années de développer ce site-là. Et qu'est-ce qui est arrivé au dernier conseil municipal? On a pris une première démarche. On a acheté des appareils qui vont servir à préparer le jardin botanique et on a indiqué aussi que le jardin botanique allait commencer à être mis en place dès cette année. Donc, dès ce printemps, on va commencer à voir des choses. Tranquillement, pas vite, on va pouvoir acheter des plantes et mettre en place sur une partie du terrain l'aspect jardin botanique. Donc, les gens vont commencer à voir quelque chose. C'est sûr qu'on va voir plus l'année prochaine l'impact complet de ça, mais les premières démarches vont se faire cette année et les gens vont pouvoir commencer à voir ça. OK, donc ça, c'est pour ce qui est du jardin botanique, mais ce n'est pas le seul projet sur ce grand site de Chamboisé. Qu'est-ce qu'on sait des autres projets qui viendront aussi? Oui, bien, le plan de développement prévoit énormément de choses. Un des projets intéressants qu'on a déjà parlé aussi, c'est de la restauration dans qu'est-ce qu'est la grange en ce moment. C'est un plan c'est en fait une microbrasserie qu'on souhaite faire du côté de la municipalité. On est en démarche, on est en train encore de regarder ce qui est possible de faire. Donc, ce dossier-là avance aussi de ce côté-là. On sait qu'il y a un sentier des arts aussi qui s'en vient. On a vu des premières œuvres qui ont été annoncées pour ce sentier. Il va y en avoir d'autres cette année, des œuvres géantes. Donc, les gens vont voir ça aussi cette année quand ils vont pouvoir y aller. Donc, c'est un autre élément qui revient. Il y a d'autres éléments qui vont venir plus tard, notamment un sentier lumineux qui est dans les plans aussi. Donc, c'est quelque chose qui va venir, qui va s'ajouter à ce qui est déjà là. Et le gros, présentement, il y a aussi une scène, j'ai en train d'oublier, il y a aussi une scène qui fait partie des projets quand même importants. Donc, on veut installer une scène qui va faire un peu comme de l'ambiance, notamment pour les gens qui vont être au restaurant. Donc, on regarde le financement de ce côté-là. C'est beaucoup la partie recherche de financement en ce moment. Avec la COVID, c'est un peu difficile parce que les gens veulent donner à des endroits qui vont être accessibles. Présentement, ce n'est pas toujours accessible et pas à 100%. Donc, dès que ça va se régler, bien, ça va avancer quand même assez vite. Puis disons, une fois que ce sera tout terminé, là, ce site, ce développement de Chamboisé par la municipalité de l'Ange-Gardien, comment c'est entrevu, donc ça, une fois terminé par la municipalité? Bien, la municipalité pense que ça va devenir un attrait touristique incontournable dans le secteur. Les gens vont pouvoir venir y passer la journée. Il y a des nouvelles activités, mais il y en existe déjà aussi, juste la promenade, entre autres, et l'hiver, le ski de fond, le ski, la raquette, qui sont déjà disponibles. Et donc, c'est un site qui va être accessible par bateau et par voiture, entre autres. Donc, ils pensent que ça va devenir un attrait touristique incontournable pour la région, puis ça va aider au développement du secteur. Bien sûr, on a hâte de voir ça une fois terminé. Ça ne sera pas tout de suite, mais c'est en développement, bien sûr. Du développement, du changement, il y en a aussi à l'Ami de l'entraide. C'est quoi qui se passe là? C'est quoi les changements? Bien, ça fait longtemps qu'on parle du futur de l'Ami de l'entraide. À un moment donné, même, on se demandait si l'organisme allait rester dans ses locaux sur Joseph. C'est confirmé, ils vont rester là.
mais les locaux vont être complètement réaménagés dans les prochains mois pour répondre un peu plus aux besoins actuels. On sait que les besoins continuent d'augmenter, donc il y a des locataires qui ont quitté en bas dans les derniers mois, dans les dernières années, donc ça a donné de l'espace. On veut réaménager cet espace-là pour pouvoir répondre aux besoins de la clientèle qui est bien sûr de plus en plus nombreuse en ce moment-là. Oui, et on le rappelle, là, l'Ami de l'Entraide, c'est une banque alimentaire qui dessert donc l'est de Gatineau. Alors, la transformation se fera pour mieux servir cette clientèle de la banque alimentaire, mais on s'attend à quelle transformation, là? Bien, un des éléments majeurs qu'on veut faire, c'est mettre deux réfrigérateurs walk-in, excusez l'expression anglophone, mais donc où ce que les gens vont pouvoir se promener dedans. Ça va faciliter le travail des employés et aussi pour conserver les aliments. Donc, ça va être beaucoup plus simple de préparer les paniers pour remettre aux familles. Il y a aussi des projets pour faire un genre de petit endroit où les familles vont pouvoir choisir certains aliments. Parce que c'est le fun de recevoir un panier aussi, mais des fois, les gens ne mangent pas de tout ce qu'il y a dans le panier. Donc, ils vont pouvoir venir et choisir certains aliments additionnels pour mettre dans leur panier. Et on prévoit aussi 2 cuisines pour des mandats différents. Premièrement, une cuisine pour la transformation. On le sait, l'Ami de l'Entraide maintenant a pris en charge la table de Bethléem, œuvre Edna Charette, donc qui offre des repas dans les écoles pour plusieurs enfants. Donc, une cuisine va permettre de faire les repas qui vont être offerts à ces enfants-là, mais aussi faire des repas, de transformer certains aliments aussi pour offrir dans les paniers ou à d'autres personnes. Donc, ça, c'est une des cuisines. L'autre cuisine, ça va permettre de faire des cuisines collectives. C'est un projet que l'Ami fait depuis plusieurs années, mais toujours à l'extérieur de ses locaux. Là, on souhaite mettre la cuisine collective à l'intérieur des locaux et de la rendre accessible aussi aux gens de la communauté. Donc, c'est un des projets qu'ils veulent faire avec ce réaménagement-là. Oui, donc accessible aux gens de la communauté, pas seulement à ceux qui bénéficient là, de la partie comme banque alimentaire. Alors ça, ce sont des projets un peu plus à court terme. Qu'est-ce qu'on entrevoit aussi pour des projets plus long terme, toujours pour Amis de l'Entraide? Oui, ben on regarde d'autres projets. On veut faire une genre de tablé, c'est-à-dire permettre aux gens de venir dîner dans un endroit. Présentement, on est en train de regarder, ça serait peut-être dans les locaux de la table de Bethléem, Edna Charette, donc que ça se ferait, mais c'est quelque chose qui va se faire à plus long terme. Une fois que les travaux de réaménagement vont être faits, c'est là qu'on va regarder là, si on est capable de mettre ça en place. Autre sujet maintenant, Yannick, la pandémie a beaucoup d'impacts, mais là, ça va avoir des impacts là, fort probablement sur le portefeuille des résidents de certaines municipalités, étant donné l'évaluation foncière. Oui, puis c'est un dossier qui n'est pas facile à comprendre, mais qui est tellement important parce que l'évaluation foncière, c'est la valeur des résidences et cette valeur-là est directement liée au compte de taxes que les gens vont payer. Et qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ce rôle d'évaluation-là est refait à tous les 3 ans. Et là, et quand on refait le rôle d'évaluation, on doit suivre des règles très strictes, et notamment pour les gens qui vont avoir un nouveau rôle en 2023, on doit se fier à la valeur de la maison en juillet 2021. En termes simples, c'est si tu vendais ta maison en 2021, combien que tu aurais obtenu? C'est un peu ça que les évaluateurs doivent faire. On s'entend qu'en ce moment, avec la pandémie, on a vu une hausse importante de la valeur des maisons. Donc, c'est là que ça va venir jouer un rôle là, dans le prochain rôle d'évaluation. On risque d'avoir des augmentations quand même assez importantes. Oui, mais est-ce que les évaluateurs peuvent un peu jouer là-dessus pour pas justement que ça augmente trop cette évaluation, ce rôle de l'évaluation? Malheureusement, les évaluateurs n'ont pas vraiment de contrôle là-dessus. Ils ont vraiment des normes assez strictes à suivre de ce côté-là. Donc, ils doivent évaluer la maison, le prix que vous auriez obtenu si vous vendiez la maison dans un marché, si vous faites une vente qu'on appelle normale, là. Pas une vente rapide parce que vous devez déménager ou tout, mais une vente normale. Quelle aurait été la valeur de la maison que vous auriez obtenue? Et ça, municipalité par municipalité. Donc, les hausses, pour ça, sont différentes parce que chaque réalité des municipalités est différente. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, les municipalités peuvent jouer un rôle, par contre, pour ne pas surcharger les résidents là, qui pourraient se retrouver avec une évaluation plus élevée? Oui, bien, c'est un peu là qu'il peut avoir un impact.
Et chaque municipalité a le droit de diminuer son taux de taxe de la valeur, d'une certaine valeur pour essayer de diminuer l'impact. Je donne un exemple. Si la valeur des maisons augmente sensiblement de 10 un peu partout sur la municipalité, ils peuvent baisser leur taux de taxe de 10 Donc, les gens qui vont être dans la moyenne vont payer le même montant qu'ils payaient avant. Ceux qui ont augmenté moins, mais vont être chanceux, vont payer moins. Et mettons que votre maison montait de 15 bien, vous allez payer juste 5 de plus. Mais ça, c'est une possibilité que les municipalités ont, mais ce n'est pas une obligation. Donc, chaque municipalité décide si elle fait ça ou non. OK. Et en terminant rapidement, au sport, le club de tennis de Buckingham vient de changer quelque chose. Ils sont maintenant un club non genré. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi ils ont décidé de faire ça? Bien, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des ligues masculines, des ligues féminines, ça va être des ligues qui vont être tout simplement selon les aptitudes de chacun. Ils vont faire une grille d'aptitudes et les gens vont être mis dans un niveau ou dans un autre. Donc, les gens vont pouvoir jouer ensemble selon leur niveau. Il va y avoir des familles qui vont pouvoir jouer ensemble aussi. On dit que ça va mettre de l'avant que le club est vraiment un club convivial et familial. Ce n'est pas un club compétitif, donc on veut vraiment que les gens viennent s'amuser et on pense que ça va aider à s'amuser de ce côté-là. Et c'est une nouveauté qui a été demandée par des membres. Ça a été discuté et ils ont décidé d'aller de l'avant avec ça. Yannick, merci. Merci. Au revoir. Neuf municipalités de la MRC Papineau ont été ciblées pour des projets de revitalisation. Donc, une entente de 1,5 million a été signée entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC Papineau pour que ces projets voient le jour dans les prochaines années. Pour bien comprendre la situation, on va en parler avec le préfet de la MRC Papineau, M. Benoît Lauzon, également maire de Tursault. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lauzon, avant de vous poser mes premières questions, je veux juste préciser donc quelles sont ces 9 municipalités. Elles sont Boileau, Bowman, Duhamel, Lac-des-Plages, Montpellier, Namur, Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Émile-de-Suffolk et Val-des-Bois. Donc, ce sont les 9 municipalités qui ont été ciblées pour être revitalisées. Ce sont 9 municipalités sur 25 dans la MRC Papineau. Pourquoi ces municipalités ont été ciblées plus que d'autres? Bien, c'est le gouvernement du Québec là, qui nous octroie un indice de vitalité économique. Là. Puis les municipalités là, qui sont catégorisées un petit peu trop bas. Le ministère travaille avec nous là, pour revitaliser ces municipalités-là. Sur notre territoire, là, effectivement, il y en a 9 là, qui n'ont pas eu la cote de passage, comme on dirait. Fait qu'il y a de l'argent là, qui va être disponible pour eux pour revitaliser leur territoire. Est-ce que vous savez comment l'indice de vitalité économique est calculé? C'est extrêmement complexe, je te dirais. Puis je dirais aussi, là, c'est peut-être pas la meilleure façon. C'est un calcul là, que je n'ai pas tout par cœur. Mais moi, je pense qu'il devrait être revu. Ce calcul-là, à mon avis, là, c'est un calcul qui date depuis quand même longtemps. Puis, il y a peut-être d'autres municipalités qui auraient besoin de support sur notre territoire également. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui ne sont pas nécessairement là, auxquelles on pourrait penser peut-être. Lesquelles, selon vous, devraient être là et n'y sont pas finalement? C'est difficile à dire lesquelles municipalités, là, mais quand on parle là, des municipalités au nord de notre territoire, de notre MRC, là, ça a été quand même un petit peu plus difficile depuis quelques années, avec la pandémie, bien sûr, mais aussi avec le développement. Là, puis on a hâte de voir là, le marché immobilier, de quelle façon va fonctionner au niveau de ces municipalités-là. On sait qu'avec le télétravail, peut-être que ça va venir les aider pour les favoriser. Mais le développement économique, développement d'entreprises, quand on s'éloigne des grands milieux urbains, ça devient de plus en plus difficile. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant pour ces municipalités qui ont été ciblées? Donc là, il y a une entente, 1,5 million qui va être là pour soutenir de nouvelles initiatives
pour revitaliser les 9 municipalités que j'ai nommées un peu plus tôt, là, dont Boileau, Bowman, Duhamel, je les renomme un peu. Qu'est-ce que vous souhaitez comme projet? Qu'est-ce qui ferait que ça serait revitalisé tout à coup? Bien, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a quatre fonds au Québec. Le fonds Région et Ruralité. Le volet 1, il est géré par la Conférence des préfets, qui est anciennement le phare pour des projets plus régionaux. Le volet 2, 3 et 4 sont gérés par la MRC Papineau. Le volet 4, c'est pour les municipalités plus digitalisées. Moi, ce que je souhaite, c'est que les municipalités travaillent ensemble pour faire le plus grand projet possible pour avoir un impact sur leur communauté, puis être capable d'avoir un impact de digitalisation. C'est extrêmement important. Parce que quand les municipalités digitalisées peuvent travailler avec une municipalité qui n'est pas digitalisée pour pouvoir accès au volet 2 du Fonds Région Ruralité, ce qui viendrait augmenter les sommes d'argent. C'est pour ça que je dis ce que je m'attends de ces municipalités-là, c'est de faire des partenariats avec les municipalités voisines pour arriver à faire le plus gros projet possible sur leur territoire. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, par exemple, si on prend Duhamel au nord de la Petite Nation de la MRC Papineau, si elle fait un partenariat avec Chénéville, qui n'est pas ciblé comme une municipalité, disons, dévitalisée là, dans le cadre de ce projet-là, il pourrait y avoir une enveloppe d'argent comme supplémentaire. Est-ce que je comprends bien? Une enveloppe supplémentaire, là, une aide supplémentaire à partir du Fonds Région Ruralité volet 2. Volet 2. La municipalité du ML pourrait travailler avec Lac-Simon, pourrait travailler avec Chénéville pour 2-3 municipalités ensemble pour faire un projet qui est porteur et qui a un impact sur le milieu. Souvent, quand on travaille de façon individuelle dans notre municipalité, souvent on pense seulement à nos citoyens. Puis on oublie souvent la villégiature, le tourisme. Quand on travaille 2-3 municipalités ensemble, je pense que l'impact est plus grand. Absolument. OK, je comprends. Bien, tant mieux s'il y a moyen de se mettre en équipe pour que des projets comme ça aient lieu. Est-ce que vous souhaitez que des entreprises s'installent? Est-ce que vous pensez que ce projet donc, de 1,5 million, ça va faire en sorte que des entrepreneurs vont vouloir venir s'installer dans des municipalités ciblées, là? Bien, on le souhaite. Hein. Les entrepreneurs aujourd'hui regardent beaucoup la qualité de vie à l'intérieur des milieux où ils allaient s'installer. Si la municipalité, en lien avec ce fonds-là, travaille pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens, mais ça va faire en sorte que ça va donner de l'intérêt soit à l'industrie commerciale ou soit à l'industriel de venir sur leur territoire. Mm-hmm. Et c'est quoi les premiers signes de dévitalisation d'un village, par exemple? Parce que c'est peut-être pas la même chose que la dévitalisation des grands centres-villes hein, qui ont eu des impacts de la pandémie. Qu'est-ce qu'on devrait regarder en premier pour éviter que d'autres municipalités, peut-être aussi de la MRC Papineau, là, tombent un peu dans cette dévitalisation-là trop rapidement? Bien, c'est vraiment par l'économie sur le territoire de chacune des municipalités. On voit dans certaines municipalités qui sont dévitalisées des commerces qui ont fermé depuis quelques années. C'est certain qu'il y a l'impact de l'achat en ligne, mais il y a des commerces extrêmement importants qui doivent demeurer, que ce soit la restauration, que ce soit les stations-service, les dépanneurs. Dans plusieurs municipalités, ces commerces-là ont disparu avec les années. Puis, c'est la première. Je pense que quand on regarde les municipalités, c'est la première chose qu'on voit quand on rentre sur le territoire, quand on voit les commerces fermés, on remarque des municipalités qui sont digitalisées. Oui, en effet, comme station d'essence, j'imagine que parmi les 9 municipalités qui ont été ciblées, il n'y en a pas beaucoup là, qui en ont des stations d'essence, si je comprends bien. Non, il n'y a pas notamment. il y en a qui viennent à bout de les maintenir, mais c'est quand même extrêmement difficile. Là. OK, donc ça serait des premiers signes là, quand il y a des commerces importants, essentiels qui ferment. Oui, puis on regarde aussi beaucoup la croissance des municipalités au niveau foncier. À chaque dépôt de rôle, là, quand la croissance foncière n'augmente pas à l'intérieur de la municipalité, c'est un impact. Puis on regarde aussi
Puis, c'est un facteur que je ne sais pas s'il devrait être vraiment important pour le Nord, puis c'est peut-être pour ça que le Nord a cet impact-là. On regarde le côté scolarisation des habitants, puis le côté salaire moyen de chacune des familles à l'intérieur des municipalités. Et on sait que sur notre territoire, au Nord, on est une région touristique, puis il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas à temps plein. C'est des emplois souvent d'été sur un terrain de golf ou dans des campings, des choses comme ça, ce qui fait en sorte que le salaire moyen des familles peut être un peu plus bas. Ce qui fait en sorte que quand le gouvernement fait son calcul, bien digitaliser ces municipalités-là, mais quand on regarde ces familles-là qui ont choisi de demeurer au nord de notre territoire dans ces belles petites municipalités-là, mais ils sont allés pour la qualité de vie qu'ils recherchent, là, Oui. pas nécessairement tout le temps pour le salaire. Non, non, absolument. Donc, si les gens veulent soumettre des projets pour revitaliser ces municipalités, les 9 municipalités ciblées, les gens peuvent le faire d'ici le 24 mars. Tout le monde peut soumettre des projets, des entrepreneurs, des organisations à but non lucratif, etc. Tout ça, c'est possible? Oui, bien, tout le monde doit travailler avec la municipalité pour avoir le meilleur projet possible. On a déjà un projet qu'on a supporté avec le fonds qui a été retenu. C'est un projet à Duhamel. C'est un projet de moulin assis. Oui, absolument. Un moulin assis là, avec la North Nation Mills. Puis, je dirais un moulin de l'ancien temps un petit peu. Là, c'est un musée un peu plus qu'un moulin qui veulent faire sur le territoire. Fait que le fonds va participer à l'étude de mise en place de ce projet-là. Puis là, les municipalités, là, il y a un comité qui a été mis en place pour la gestion puis le choix des projets. Un comité où les 9 municipalités siègent, ainsi que le ministère des Affaires municipales. C'est eux, entre eux, qui vont choisir les meilleurs projets. Excellent. Ben, Monsieur Lauzon, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Mais merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et pour savoir comment profiter de l'hiver en Outaouais, on s'en va rejoindre Sandra Mathieu. Bonjour. Bonjour. Sandra, d'ailleurs, c'est la semaine de relâche qui s'en vient dans les prochains jours. Alors, tu as des idées pour nous pour profiter de l'hiver, d'ailleurs, avec nos enfants. Tu as des idées même par rapport au camping d'hiver, parce que ce n'est pas juste l'été qu'on peut faire du camping, n'est-ce pas? Oui, puis en fait, c'est beaucoup plus accessible qu'on peut le penser. À la presse touristique, on a des chroniqueurs qui nous viennent de Timous d'Ambrousse, donc qui est une communauté de familles actives en plein air. Et puis, dans un de nos derniers numéros, on apprenait comment faire un Kwenzi en famille. Donc, on peut peut-être, pour commencer, expliquer ce qu'est un Kwenzi. Donc, l'idée, c'est de se construire un abri dehors, avec de la neige, évidemment. Okay. Et puis, c'est une activité assez simple. C'est sûr qu'il y a quand même des règles de base au niveau de la sécurité, s'assurer que ce soit assez solide parce qu'on va quand même aller dedans. On ne veut pas être enseveli sous la neige. Non, ça, ce serait assez plate. C'est sûr que c'est déjà arrivé par le passé. Donc, l'idée, c'est de quand même être là avec nos enfants pour le construire, évidemment. Donc, peut-être la première étape, c'est de délimiter un cercle dans la neige. On parle d'un diamètre d'environ 3-4 mètres. Donc, on marche ou encore, on peut le faire avec des raquettes vraiment pour taper la neige là, au plus bas qu'on peut. L'idée aussi, c'est de le faire près de la maison, parce que quand on commence en camping d'hiver, on ne veut pas se retrouver dans le fond de la forêt. Okay. Ensuite, on pèle avec tous les enfants, on met tout le monde à contribution, on pèle un monticule de neige d'à peu près 2 mètres de haut, même plus haut si on peut. Donc, c'est sûr que si on a une neige très pesante, ça va être plus difficile là, si on y va avec quand il vient de neiger, là, une belle petite neige poudreuse, ça, c'est encore plus facile. Oui. Donc, on la compacte au fur et à mesure avec des raquettes ou encore un traîneau pour que ce soit bien solide. Ensuite de ça, la troisième étape, c'est qu'on va insérer des branches d'à peu près 30 cm de long. Puis les branches, en fait, ils vont servir à déterminer l'épaisseur des parois. Parce qu'on s'entend qu'on va laisser durcir la neige là, pendant 2-3 heures, mais après ça, on va le vider, l'abri, pour se faire justement un trou à l'intérieur pour pouvoir y aller.
Donc les parois sont d'environ 30 cm tout autour? Exactement. Donc, dès qu'on attend notre 2-3 heures, on peut peut-être aller se réchauffer à l'intérieur, on retourne dehors et là, on va creuser, on va se faire une porte tout d'abord et après, on va creuser jusqu'à temps qu'on voit la pointe des branches qui apparaissent. Donc là, on a notre concept de 30 cm. Ensuite, on va aussi se créer des trous d'aération au plafond à partir de l'extérieur, peut-être avec un bâton de marche, donc tout simplement. Et partir de l'intérieur ou de l'extérieur, les trous d'aération? À partir de l'intérieur, on va faire nos trous. Et puis, bon, voilà, après ça, on va s'installer peut-être des branches de conifères, des matelas de sol par terre. On peut peut-être faire même brûler une bougie pour chauffer l'air un petit peu. C'est sûr qu'on ne va jamais allumer un réchaud dans un Coenzi. Et puis après ça, bien, on s'installe là, puis on déguste un chocolat chaud. Et puis si on sent que, bon, il est bien solide, on a bien réussi, bien, pourquoi pas dormir sous zéro? J'aime bien l'idée, donc on va s'installer là avec nos bons sacs de couchage. Si on n'a pas un sac de couchage qui est très chaud, par exemple un -30 ou un -40, bien, on peut essayer de plutôt avoir plusieurs sacs de couchage, un par-dessus l'autre. C'est sûr que ça va être plus chaud, évidemment. Et puis, bien, écoutez, si on a vraiment trop froid, bien, comme on l'a dit plus tôt, on est à côté de la maison, donc ça va. Ce que j'ajouterais pour le Coenzi, c'est quand, justement, peut-être ça fait quelques jours et puis qu'on sent que la neige a peut-être fondu, qu'il est moins solide, on le détruit. Là, on va éviter les accidents, évidemment, un enfant qui va aller jouer là et puis ça s'écroulerait. Donc, on ne joue pas à sauter dessus non plus, évidemment. Et moi, ce que j'ajouterais pour avoir le plus chaud possible, c'est vraiment de mettre, tu l'avais dit, là, mais je pense que c'est super important de mettre des branches de conifères en dessous de nous, puis d'avoir un bon matelas quand même, un matelas qu'on gonfle et ensuite, on met notre sac de couchage parce que toutes ces couches-là vont comme couper le froid là, directement en contact avec le sol. Moi, j'ai fait une expérience déjà de camping d'hiver et j'avais omis certaines étapes comme ça, puis j'ai eu extrêmement froid. Oui, c'est vrai que c'est une règle de base, là, en fait, l'isolation, effectivement. Puis un autre petit truc, si on veut avoir un petit peu plus chaud, c'est de faire bouillir de l'eau et de mettre l'eau dans une bouteille Nalgene, de bien la fermer, évidemment, et de mettre ça à nos pieds. Donc, on peut avoir un bon petit 2-3 heures là, de petite chaleur vraiment intéressante là, au niveau du bout du sac de couchage. Puis je sais que tu as une idée aussi un peu plus culture à nous suggérer à Gatineau jusqu'au 6 mars, je pense, donc ça tombe bien avec la semaine de relâche. Qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, on parle du Salon du livre autrement. Donc, il nous présente l'expérience Loop au centre-ville de Gatineau. Et puis, dans cette installation-là, en fait, on découvre des histoires québécoises. On parle de 6 installations lumineuses, cylindriques, vraiment aux allures futuristes. C'est vraiment une belle initiative là, de Vision Centre-Ville, la ville de Gatineau et le Salon du livre de l'Outaouais avec Tourisme Outaouais. Et puis c'est ça, donc comme tu l'as dit, jusqu'au 6 mars, là, on peut aller vivre l'expérience rétro-futuriste. Donc une œuvre interactive. Une belle façon de développer notre curiosité. Merci Sandra et merci à vous tout le monde d'avoir été là. On se retrouve vendredi. Au revoir.